Imaginez un meeting nazi tel qu'on les voit dans les archives. La foule en transe s'écrie Heil Hitler, complètement subjuguée. Eh bien ça, c'est l'image qu'Hitler voulait donner à la postérité. Mais dans l'ombre de cette foule, dans les rangs même de la Wehrmacht, il y a des hommes qui sentaient qu'Hitler mènerait l'Allemagne à sa perte. Ces hommes ont tenté plusieurs fois d'en finir avec leur chef suprême par des moyens légaux ou par des attentats. Et pourtant, le 20 juillet 1944, une poignée d'officiers rebelles a bien failli tuer Hitler et renverser les nazis en déclenchant l'opération Valkyrie. L'un des hommes au cœur de ce complot s'appelait Klaus von Stauffenberg. C'est lui, l'homme qui a osé poser une bombe au pied d'Hitler, que je vais vous présenter. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène avec moi au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Opération Valkyrie, Klaus von Stauffenberg, l'homme qui voulait assassiner Hitler. Nous sommes le 20 juillet 1944, dans l'un des quartiers généraux d'Hitler, à la Wolfschanze, le repère du loup situé près d'un bois en Prusse orientale, aujourd'hui en Pologne. Le bunker du Führer est en travaux. La réunion de l'état-major se déroule donc dans un cabanon. Klaus von Stauffenberg, le chef de l'état-major attaché au commandement de l'armée de réserve, entre dans la pièce. Il la balaye du regard et tente de dissimuler son agacement derrière un masque d'impassibilité. Les fenêtres sont ouvertes. Cela réduira la puissance de la déflagration. Et surtout, il y a une table en bois monumentale. Elle ne repose pas sur 4 pieds comme une table normale, mais sur 2 blocs épais qui, eux aussi, réduiront l'onde de choc. Il s'avance vers cette table imposante autour de laquelle se réunissent une vingtaine de militaires. Stauffenberg joue discrètement des coudes pour venir se positionner près du Führer juste à sa droite. Avec les 3 doigts qui lui restent, il serre la poignée de sa mallette avant de la poser calmement sous la table, entre les 2 pieds gigantesques qui soutiennent le plateau. La réunion commence. On déploie des grandes cartes sur la table pour étudier les mouvements des troupes et adapter leurs déplacements sur les différents fronts. Stauffenberg prétend avoir un coup de téléphone urgent à passer et quitte la pièce avec son aide de camp. Le colonel Brandt profite de la place laissée vacante par Stauffenberg pour se rapprocher d'Hitler et mieux voir les cartes. Alors qu'il se penche pour les observer, son pied heurte une mallette sous la table. Il la déplace négligemment de l'autre côté du grand pied monolithique et l'éloigne d'Hitler. Au bout de quelques minutes, l'un des officiers présents s'étonne de ne pas voir revenir Stauffenberg. À ces mots, Hitler lève le nez des cartes. Ses yeux s'arrondissent. Au moment où l'officier s'interroge, Stauffenberg est déjà en train de passer les checkpoints qui permettent de quitter la Wolfschanze. Il est calme, personne ne songerait à l'arrêter. Soudain, il entend une déflagration dans son dos. Sa bombe a explosé. Hitler est mort. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à Berlin et à lancer l'opération Valkyrie. Klaus von Stauffenberg ressemble à un prince prussien. Grand, châtain, svelte et athlétique, il est le digne héritier d'une famille allemande aristocratique dont l'aïeul s'est autrefois battu contre Napoléon. Pour lui, œuvrer à la grandeur de l'Allemagne est un devoir propre à sa classe. Voilà pourquoi il intègre l'armée dès ses études terminées en 1926. Il fait même partie des derniers bataillons de cavalerie, ce qui garde une vision romantique et héroïque de la guerre, comme s'il n'avait pas tout à fait pris conscience que les tanks et l'aviation avaient déjà révolutionné les champs de bataille. Pendant la République de Weimar, durant laquelle les mœurs se relâchent, pendant que les Berlinois dansent dans les cabarets les plus avant-gardistes, Klaus von Stauffenberg fréquente ce qu'il reste de l'élite aristocratique conservatrice, ces gens dont les racines culturelles enlacent les contes germains pluriséculaires, Goethe et Wagner. À 22 ans, il se fiance à une jeune fille de son rang, Nina, à peine sortie de l'adolescence. Mais elle partage son amour de l'Allemagne et de la poésie. Ils forment un couple heureux et bientôt une famille traditionnelle avec 4 enfants.
Mais Klaus n'est pas souvent auprès des siens. Il sert son pays. Dès les années 1930, l'Allemagne cherche toujours à cicatriser les plaies douloureuses du traité de Versailles à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ce contexte si particulier et celui de la crise de 1929 permettent l'émergence du NSDAP, le Parti socialiste des travailleurs allemands, c'est-à-dire le parti d'Hitler. À force de manœuvres politiques et de discours populistes, Hitler devient chancelier de la République de Weimar en 1933. Il sera bientôt le fossoyeur de ce régime décadent. En quelques mois, il met sur pied le Troisième Reich qui doit redonner à l'Allemagne sa grandeur d'antan. Une grandeur fantasmée, mais à laquelle pour le moment Klaus von Stauffenberg adhère. Il n'est pas nazi, il n'est pas encarté, mais il rêve de la grande Allemagne de ses ancêtres. Dès 1934, Hitler impose à l'armée allemande, la Wehrmacht, de lui prêter serment. « Je jure devant Dieu obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler, guide du Reich et du peuple allemand, commandant en chef des forces armées, et que je serai toujours prêt, comme un soldat courageux, à donner ma vie pour respecter ce serment. » Pour un homme élevé dans la tradition chevaleresque, prêter serment ne se limite pas à prononcer quelques mots. Le serment engage l'honneur, et l'honneur est une valeur cardinale. Klaus von Stauffenberg a donc juré obéissance à Hitler, comme tous les soldats et les officiers de la Wehrmacht. Hitler sait qu'il se prémunit ainsi d'un éventuel putsch. En 1939, Stauffenberg participe à la campagne de Pologne, celle qui fait entrer l'Europe en guerre par le jeu des alliances. L'invasion est extrêmement violente. À ce stade, Klaus von Stauffenberg est convaincu d'agir pour le bien de l'Allemagne. Dans ses lettres à sa femme, il exprime son mépris pour ces peuples inférieurs. Il trouve normal de les réduire en esclavage pour les faire travailler dans les champs du Grand Reich. À cette époque, Stauffenberg tisse des amitiés parmi les officiers opposés au nazisme, mais qui souhaitent gagner la guerre pour l'Allemagne. Parmi les hommes qui se méfient du Führer, il y a le général Friedrich Olbricht, le chef du bureau général de l'armée. Il fait partie de ceux qui ont imaginé l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie, c'est un plan d'urgence permettant de garantir la continuité de l'État et des actions gouvernementales en cas de grave soulèvement de la population, de mutinerie ou même du décès d'Hitler. Dans un second temps, ce plan permet de désarmer les SS, le corps d'armée des nazis, et de confier le pouvoir de manière légitime à l'armée territoriale de réserve allemande qui aurait même la capacité à destituer le gouvernement civil. En d'autres termes, le plan d'urgence Valkyrie est un outil de coup d'État mis au point par des ennemis d'Hitler en lui faisant croire qu'il garantira la continuité du pouvoir en cas de catastrophe. Et Hitler valide lui-même la création de cette opération nommée Valkyrie, en l'honneur de ces déesses guerrières nordiques qui emmenaient les âmes des héros tombés au champ d'honneur au paradis. C'est accessoirement aussi le nom d'un opéra de Wagner, et on connaît l'admiration d'Hitler pour ce compositeur. La seule personne à pouvoir donner l'ordre d'application de l'opération Valkyrie est le colonel général Friedrich Fromm, le chef de l'armée de terre de réserve depuis 1938, un homme qui refuse de participer à un coup d'État malgré son antipathie pour le Führer. Il faudra donc lui forcer la main en temps utile en assassinant Hitler. Dans les premiers mois de la guerre, Klaus von Stauffenberg a clairement pris ses distances vis-à-vis d'Hitler. Si une politique du Grand Reich lui plaisait, il ne cautionne pas la multiplication des fronts et l'usage des soldats allemands comme chair à canon sur le front russe. Il sent, comme d'autres officiers séduits par les idées des conjurés, que le Führer va mener le pays à sa perte, et ça c'est impardonnable. Il ne cautionne pas non plus l'élimination systématique des Juifs, et puis en bon aristocrate, il méprise le nazisme prolétarien des SA, la milice nazie qui a notamment participé à la nuit des longs couteaux en 1934 en éliminant physiquement toutes les voix dissidentes au sein même des nazis. En 1943, Stauffenberg sert en Afrique du Nord.
Les combats contre les Alliés y font rage depuis plus de 2 ans. C'est là qu'Erwin Rommel s'est illustré. Il est perçu comme un héros de guerre, mais il n'a pas une grande sympathie ni pour les nazis, ni pour Hitler. En mars 1943, il tente de convaincre le Führer d'abandonner la zone et de ne pas tuer leurs hommes pour rien, afin de se concentrer sur la défense des frontières méridionales du Reich, c'est-à-dire le nord de la Méditerranée. Mais Hitler ne l'écoute pas et balaye tous ses arguments d'un revers de main. Ces désaccords expliquent en partie l'attitude ambiguë de Rommel vis-à-vis des groupes d'officiers conjurés qui l'approchent. Il semble qu'il n'ait rien fait pour leur nuire, ni pour les aider. Quelques semaines plus tard, les troupes allemandes sont toujours en opération en Afrique du Nord malgré la mise en garde de Rommel. C'est là que le régiment de Stauffenberg est attaqué par l'aviation alliée. Il perd son bras droit, 2 doigts de la main gauche et l'un de ses yeux. Il est désormais convaincu que, s'il a eu la vie sauve, c'est pour accomplir une mission bien précise: débarrasser l'Allemagne d'Hitler. Sur ces entrefaites, le Führer a échappé au printemps 1943 à 2 attentats à la bombe, comme s'il était protégé par le diable en personne. Mais les conjurés n'ont pas dit leur dernier mot. En tant que blessé de guerre, Stauffenberg ne peut plus servir au front. Il obtient un poste de chef d'état-major au Benler Block, un complexe militaire à Berlin. Là, il se rapproche d'Olbricht, l'un des artisans de l'opération Valkyrie, du colonel Merz, ainsi que d'autres officiers opposés à Hitler. D'abord, ces conjurés ont raffiné les subtilités d'application de l'opération Valkyrie pour en faire l'outil de leur coup d'État militaire. Il ne manque plus qu'à tuer le Führer pour lancer son déclenchement officiel par le colonel-général Fromm, qui sera bien obligé de le faire car c'est son rôle en cas d'urgence, même s'il ne fait pas partie des conjurés. En tant que chef d'État au Benler Block, Stauffenberg est souvent invité à des réunions militaires en présence d'Hitler. Ce 20 juillet 1944, il part en avion dans le repère du Loup, l'une des tanières d'Hitler en Prusse orientale. La réunion réunit une grosse vingtaine de personnes dans un cabanon aux fenêtres ouvertes muni d'une table monumentale. Avant de commencer la réunion, Stauffenberg casse un tube de verre qui contient un acide qui ronge la gaine d'un détonateur et il le plante dans une charge explosive cachée dans sa mallette. La bombe devrait exploser entre 12h40 et 12h50, c'est-à-dire dans moins de 20 minutes. La mallette est abandonnée sous la table de réunion. Stauffenberg et son aide de camp quittent la pièce sous prétexte de passer un coup de téléphone. Le colonel Brandt déplace la mallette derrière le gros pied de la table pour se rapprocher du Führer. L'un des officiers se demande où est passé Stauffenberg. En entendant ces mots, Hitler redresse la tête. Il comprend immédiatement ce qu'il se passe. Il sort précipitamment de la pièce juste avant que la déflagration ne souffle le cabanon. Il s'en sort avec quelques égratignures. Dans la salle de réunion, il y a plusieurs blessés légers et graves, ainsi que 4 morts. Stauffenberg vient de passer le checkpoint du repère du Loup quand sa bombe explose. Il est convaincu d'avoir tué Hitler. Il rejoint l'aéroport et s'envole précipitamment pour Berlin afin de lancer l'opération Valkyrie. Pour plus de sûreté, il sait que des complices ont saboté les moyens de communication du repère du Loup. Vers 16h, Olbricht commence à passer quelques coups de fil à la police pour signaler les débuts imminents de l'opération Valkyrie. À 16h30, il se rend au Benler Block avec le colonel Merz, Klaus von Stauffenberg, et son aide de camp, l'Oberleutnant von Hoften. Dans ce moment décisif, l'information circule mal. Certains conjurés ont appris que Hitler avait survécu à un attentat. Il semble que Stauffenberg l'ignore encore. Il affirme à Friedrich Fromm, le chef de l'armée de réserve, qu'il a tué Hitler et qu'il doit lancer l'opération Valkyrie. Fromm résiste à Stauffenberg et à Olbricht en affirmant que le Führer est toujours vivant. Il s'ensuit alors un moment de confusion où les conjurés et les officiers fidèles tentent de se mettre respectivement en état d'arrestation. C'est finalement le colonel Merz qui envoie des ordres régionaux pour lancer l'opération Valkyrie. En plusieurs endroits,
y compris à Paris. Les officiers de la Wehrmacht commencent à organiser l'arrestation des membres de la SS et de la Gestapo. À Berlin, l'armée tente d'occuper des points stratégiques comme certains ministères. Mais les chaînes de commandement fonctionnent mal et les rouages de l'opération Valkyrie se grippent à plusieurs niveaux. Pendant que la tension monte au Bendler Block, Hitler a déjà soigné ses égratignures et reçoit, comme prévu, Benito Mussolini venu lui rendre visite. Avec un cynisme consommé, il lui fait visiter les ruines du cabanon où la bombe des conjurés a explosé. À partir de 16h, une fois les moyens de communication rétablis dans le QG d'Hitler, une série de messages sont envoyés dans toutes les institutions militaires et civiles pour signaler l'attaque à l'encontre d'Hitler et sa survie miraculeuse. Le QG rappelle à chaque destinataire qu'il est interdit d'obéir aux ordres des conjurés. Partout en Allemagne, la Wehrmacht et les SS célèbrent en commun la bonne nouvelle et réaffirment ensemble leur volonté de servir le Reich. Au Bendler Block, l'armée se retourne contre les officiers conjurés. Dans la soirée, ils sont désarmés. On conseille à Stauffenberg de se suicider tant qu'il le peut encore, mais l'officier refuse. Quelques heures plus tard, Hitler fait un discours sur les ondes. Il jette l'opprobre sur une petite clique de soldats ambitieux et promet des châtiments exemplaires. Il est maintenant un peu plus de minuit. Fromm a repris le contrôle du Bendler Block et veut se débarrasser au plus vite des conjurés. À défaut de les avoir aidés, il connaissait leur projet et il vaut mieux que la Gestapo ne le découvre jamais. Il constitue donc une cour martiale d'urgence et condamne à mort Olbricht, Merz, von Efften et Stauffenberg. Les 4 condamnés sont descendus dans la cour de l'immeuble et alignés dans la lumière crue des véhicules militaires. Ils sont fusillés l'un après l'autre. Avant de mourir, Stauffenberg crie « Vive la Sainte Allemagne !» Puis il s'écroule sur un tas de sable souillé de sang. La répression qui s'ensuit est sanglante. Il y a plusieurs milliers d'arrestations. Une parodie de justice se met en place. Certains hauts gradés sont condamnés à la pendaison à une corde de piano, dernier raffinement de sadisme nazi. Erwin Rommel, quant à lui, est contraint de se suicider en octobre 1944, car il connaissait bien certains conjurés et était favorable à une négociation de paix secrète avec les Alliés. Les nazis prétendent qu'il est mort de cause naturelle et lui donnent des funérailles nationales pour des questions de propagande. Nina, l'épouse de Stauffenberg, est arrêtée alors qu'elle attend son 5e enfant. Elle séjourne à Ravensbrück alors que ses petits sont placés dans un orphelinat. On envisage de les faire adopter par de bonnes familles nazies pour les rééduquer et leur faire oublier jusqu'au nom de leur père. Mais Hitler précipite effectivement l'Allemagne dans l'abîme. Il se suicide le 30 avril 1945, après l'avoir laissé exsangue. Le pays passe sous contrôle allié. Nina Stauffenberg retrouve ses enfants qui lui donneront plus de 30 petits-enfants. Le nom d'Hitler est gravé à jamais dans l'histoire, mais celui de Klaus von Stauffenberg reste dans son ombre. Il est désormais le symbole de la résistance de l'armée allemande contre le Führer. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et sur l'appli Europe 1, et aussi chaque week-end sur les ondes d'Europe 1 à 15h. À très vite.